Bonjour à tous et bienvenue à cette réunion des groupes GMIO sur les stratégies de réduction de la discontinuité de l'utilisation des méthodes contraceptives par les femmes et les jeunes filles. Donc, les gens sont en train de se connecter, donc doucement. Mais pour cette réunion, donc, nous allons débattre donc, des éléments donc, de contexte des pays et à travers donc, des présentations des pays suivants. Nous avons le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, nous avons la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo. Je vois que tout le monde n'est pas connecté. On va attendre encore 2 minutes. Mais en attendant, vous pouvez déjà vous présenter dans la boîte de discussion en inscrivant votre nom, prénom, structure et pays. Merci encore une fois de plus. On va se reprendre dans 2 minutes. Donc, merci une fois de plus. Je pense qu'on va démarrer la réunion. On va commencer d'abord par le Bénin. Je pense que docteur Edith est avec nous. Oui, bonsoir, monsieur. Je suis là, monsieur Hussein, je suis là. OK. Docteur, vous avez la parole pour nous présenter les attentes donc, du Bénin. OK. Merci beaucoup. Monsieur Hussein, je fais le partage ou bien vous faites le partage à votre niveau? Vous pouvez faire le partage. D'accord. Donc, donnez-moi une seconde. C'est bon, je pense qu'on a déjà partagé. Donc, vous pouvez... D'accord. Merci beaucoup, monsieur Abdoulaye.
Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup à toute l'équipe de l'UCPO pour cet intérêt, pour ce vif intérêt pour la recherche dans les domaines clés de la planification familiale. Le thème dont nous allons débattre ce soir, c'est l'étude sur les facteurs liés à la discontinuité de l'utilisation des méthodes de la planification familiale. Donc, le contexte du Bénin, nous savons tous que l'accès à la planification familiale est indispensable, voire incontournable, si nous voulons atteindre les objectifs de développement durable. L'accès à la planification familiale va contribuer à la réduction de 44% des décès maternels et 21% des décès chez les enfants de moins de 5 ans. Donc, sur cette base, le Bénin s'est engagé à atteindre une prévalence contraceptive de 20% en 2026. Parallèlement, il faut reconnaître que le Bénin aussi a pris des engagements auprès de Family Planning 2030, 4 engagements auprès de Family Planning 2030 pour pouvoir booster la prévalence contraceptive. Il est sur la base de ces engagements, le Bénin est en train de travailler ardemment pour améliorer l'accès à la planification familiale et ce pour toutes les cibles de 15 à 49. Et pour pouvoir faciliter, c'est pour pouvoir lever les obstacles pour l'accès à la planification familiale. Beaucoup d'actions et d'innovations spécifiques sont déjà mises en œuvre à l'endroit des adolescents et jeunes et également à l'endroit des femmes en âge de procréer dans la globalité. Au nombre de ces actions, nous pouvons citer la gratuité pour l'opérationnalisation de la gratuité pour les services de PF. Nous pouvons citer un bon nombre d'actions qui sont déjà en cours dans le pays. Mais malgré tout ça, il faut reconnaître que des défis demeurent. Parce que la problématique aujourd'hui, selon l'EDS 2017-2018, nous avons toujours un besoin non satisfait en planification familiale qui s'élève à 32%. Les décès maternels qui ne diminuent pas pour autant, nous sommes à 15 500 décès et plus de 12 000 décès de nouveau-nés. Selon l'EDS, nous sommes à 391 décès pour 100 000 naissances vivantes. La faible utilisation des services de planification familiale, et nous savons tous que la planification familiale est la meilleure stratégie de réduction des décès maternels. 52% des femmes qui utilisent la contraception moderne ont reçu les informations qui permettent un choix éclairé. Mais néanmoins, on observe malgré tout ça, malgré toutes ces dispositions, des épisodes de discontinuité dans la prise des méthodes contraceptives au cours des 12 mois. Donc, le taux de discontinuité est assez élevé. Pour les injectables, ça s'évalue autour de 57% et pour les méthodes orales, autour de 48%. L'adhésion des femmes à la méthode contraceptive subit encore l'effet de plusieurs obstacles et nous aurons à discuter d'autres obstacles les jours à venir. Donc, par rapport à notre sujet de recherche, quelles sont les questions que l'équipe du Bénin se pose? Nous voulons comprendre quelles sont les raisons d'arrêt des méthodes contraceptives chez les femmes, chez nos cibles de 15 à 49 ans. Si les femmes ont déjà reçu assez d'informations pour un choix éclairé, qu'est-ce qui peut motiver à un moment donné l'arrêt de la prise des méthodes contraceptives? Deuxième question, quelles sont les caractéristiques de ces femmes-là? Qui sont-elles? Où sont-elles? Que font-elles? Nous voulons approfondir davantage pour avoir une idée de la cartographie de ces femmes-là. Qu'est-ce qui peut arriver? Elles sont où? Quelles sont les caractéristiques qui peuvent lier ces femmes, qui peuvent nous permettre de comprendre un peu l'arrêt des méthodes contraceptives au Bénin? Et quels sont les types les plus courants de contraceptifs que les femmes abandonnent en cours de chemin? Voilà les 3 questions que nous voulons comprendre à travers ce sujet de recherche. Donc, par rapport à ça, l'objectif général qu'on s'est fixé
il s'agira de déterminer les types de contraceptifs les plus courants qui ont été arrêtés, les raisons de l'arrêt de la prise des méthodes contraceptives et les facteurs qui affectent, qui ont vraiment un lien direct, les déterminants même de l'arrêt de ces produits contraceptifs modernes au Bénin. Et de façon spécifique, cette étude va nous permettre de décrire le profil des femmes qui arrêtent à un moment donné la prise des méthodes contraceptives, et ce, durant les 6 mois suivant l'initiation. Deuxièmement, d'identifier les réels facteurs, les déterminants, comme je vous le disais tantôt, qui favorisent ou qui entravent réellement l'utilisation continue de la contraception au Bénin. Et en troisième position, pouvoir proposer des stratégies pérennes pour réduire la discontinuité de l'utilisation des méthodes contraceptives, ainsi que la reprise rapide en cas d'arrêt des méthodes contraceptives par ces femmes qui auraient abandonné. Donc, les résultats entendus sont en fonction des stratégies, des objectifs spécifiques qu'on s'est fixés. Donc, les résultats attendus à la fin de cette recherche, ça va nous permettre de voir, de mieux cerner les profils des femmes qui arrêtent les méthodes contraceptives modernes. Ça va nous permettre de comprendre les facteurs qui favorisent ou entravent la continuité, l'utilisation de la contraception au Bénin et les stratégies et interventions qui seront vraiment proposées, mais ces stratégies doivent être assez pérennes pour réduire véritablement la discontinuité. Donc, on a proposé une méthodologie fort simple par rapport à la méthodologie, on ira vite. Là, pour la collecte des données, nous allons faire les revues documentaires, les revues normatives, les entretiens individuels. Et par rapport à la variable sur laquelle l'équipe de recherche va vraiment travailler, ce sera le nombre de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont utilisé une méthode contraceptive en 5 ans avant l'enquête et qui l'ont arrêtée dans les 12 mois suivant le début de son utilisation. Et parmi ces femmes, nous allons nous focaliser surtout sur le groupe d'âge, l'état matrimonial, l'éducation, la résidence, les départements. Comme on l'avait dit, tout ça est variable pour nous permettre d'identifier à la fin le profil des femmes et les raisons de non-utilisation des méthodes contraceptives et d'arrêt d'utilisation des méthodes contraceptives. Thiago, on peut continuer. Donc, par rapport toujours à la méthodologie, par rapport quand on aura les données, quand on aura fait la collecte des données, on va faire une analyse, l'analyse des données, ce sera l'analyse bivariée, l'analyse factorielle des correspondances multiples et pour finir, l'analyse de régression logistique. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que l'arrêt d'une méthode contraceptive peu de temps après son initiative devient un problème de santé publique qui peut entraîner les grossesses non désirées et les conséquences indésirables qui en découlent. Une meilleure compréhension des facteurs à l'origine de cet arrêt aiderait à concevoir des interventions pour continuer son utilisation jusqu'à ce que les objectifs d'espacement souhaités soient atteints. L'étude permettra également aux différents programmes de planification familiale d'assurer un changement de méthode rapide et informé par ces femmes qui auraient arrêté la contraception. Voilà rapidement ce que propose l'équipe du Bénin pour ce thème, pour le thème de ce jour. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation qui détaille en fait les besoins de recherche du Bénin et qui cherche à comprendre les raisons de l'arrêt de la contraception chez les femmes. Et vous avez aussi présenté une méthodologie
pour l'approche de cette étude-là. Et également, ce que vous attendez, c'est une cartographie des facteurs favorables et défavorables de l'arrêt de l'utilisation des produits contraceptifs au Bénin. Merci beaucoup pour cette présentation, en tout cas qui est très intéressante, en tout cas sur plusieurs points. Donc, je vais, pour la deuxième présentation, donner la parole au Mali, donc, qui est avec nous. Je vois le docteur Ben et ses collègues qui sont là. Donc, le Mali, vous avez la parole. Merci. Allez, merci. Vous avez la parole. Oui, le professeur Diarra, j'ai l'honneur de vous présenter l'étude des facteurs liés à la discontinuité de l'utilisation des méthodes contraceptives par les femmes et les jeunes filles au Mali. Diapositive. Bon, par rapport au contexte, nous avons, comme nous l'avons dit ce matin, la mortalité maternelle touche 325 pour 100 000 naissances vivantes. Nous avons un indice synthétique de fécondité à 6,3 et les besoins non satisfaits en matière de planification familiale sont de 24% et le taux de prévalence contraceptive est de 17%. Taux qui est au niveau national avec des disparités entre les différentes régions. Alors, en termes d'engagement pour le Mali en matière de partenariat de planning familial, il s'agit d'assurer la continuité des services de santé de la reproduction des PF, des SRAJ dans le pays, atteindre les objectifs de taux de prévalence contraceptive de 40% d'ici l'horizon 2030 à réaliser et garantir l'accès à tous aux produits contraceptifs, y compris les jeunes et adolescents et personnes sans ressources d'ici 2030. Diapositive. Non. Donc, en termes, je ne vois pas le titre. Pardon, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Oui. Donc, malgré les efforts que l'État consentit, il persiste encore des ruptures assez fréquentes en produits contraceptifs. Les besoins en contraceptifs non satisfaits liés à des problèmes de discontinuité dans l'offre des services. Et je rappelle que nous avons jusqu'à 24% de besoins non satisfaits. Et il y a d'autres raisons non connues qui pourraient mieux expliquer les ruptures des services et produits contraceptifs. Diapositive. Alors, la recherche sur les facteurs liés à la discontinuité de l'utilisation des méthodes permettra d'avoir des évidences pour soutenir les stratégies d'amélioration. Secondairement, la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Et tertio, la réduction du taux des besoins en PF non satisfaits. Alors, cette activité de recherche à travers la stratégie de mobilisation du secteur privé pour le financement de la planification familiale va permettre, premièrement, d'améliorer l'accès aux produits contraceptifs
Le fait que l'apport du secteur privé va s'ajouter à l'apport de l'État et des partenaires, cela nous permettra d'amplifier les actions à l'endroit des populations dont les besoins ne sont pas couverts. Ensuite, c'est de mieux comprendre les raisons de discontinuité des services et d'adapter les stratégies d'intervention en conséquence. Et enfin, avoir zéro rupture en produits contraceptifs et sur l'ensemble du territoire national. Diapositive. C'est d'utiliser les canaux de communication les mieux adaptés aux cibles, notamment les canaux traditionnels tels que les réseaux sociaux, et adapter les programmes aux besoins de diverses couches, surtout les jeunes et les populations vulnérables, et qui sont insuffisamment prises en compte dans les différents programmes et politiques en matière de planification familiale. Et au point 6, c'est de rendre accessibles les produits contraceptifs en termes d'accessibilité financière et géographique aux femmes et aux jeunes, afin de contribuer à la réduction du taux de besoins non satisfaits. Diapositive, voilà ce que nous avions pu concocter pour les besoins de la cause de cette présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation du Mali et ses besoins et ses attentes par rapport à la recherche. Donc, je pense que nous allons aussi continuer pour donner la parole cette fois-ci au Sénégal pour nous faire la présentation donc sur leurs attentes par rapport à la thématique des stratégies de réduction de la discontinuité de l'utilisation des méthodes contraceptives. Docteur Marène, si vous êtes en ligne, vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup, docteur, donc, de nous donner encore une fois l'occasion de discuter donc, sur ces thèmes de recherche pour les pays. Et donc, nous profitons de l'occasion pour saluer tous les participants à ces discussions-là dans tous les pays et dire que ce thème proposé par le Sénégal entre dans un contexte où nous allons donc vers un plan de 3e génération pour la planification familiale, donc avec un objectif de taux de prévalence contraceptive à atteindre de 46%, et des BNS de moins de 10% à l'horizon 2027. Le Sénégal donc a engrangé d'importants progrès durant cette décennie-là, même si les objectifs ne sont pas atteints. Faut dire que le Sénégal a doublé son taux de prévalence contraceptive dans cette décennie-là, donc puisque de 12%, nous sommes allés à 25,5%, et les taux de besoins non satisfaits aussi sont passés de 29% à 21,7% en 2019. Donc, c'est dire aussi que le Sénégal a renouvelé ses engagements au sein du partenariat de Ouagadougou à atteindre donc l'objectif en femmes additionnel qui est fixé, mais aussi au sein de Family Planning 2030 en 2021. Donc, l'engagement a été fait par le ministre de la Santé et a élaboré donc le plan de 3e génération. Et en plus de cela, dans ces 10 ans aussi, les impacts sont vraiment… il y a eu des progrès notoires sur les impacts en mortalité maternelle, donc qui est passé de 392 à 236 pour 100 000 naissances vivantes, mais aussi la mortalité infanto-juvénile est passée aussi de 72 pour 1000 à 37 pour 1000, et c'est vraiment de gros efforts qui ont été faits. Maintenant, nous voulons juste donc répondre à ces questions qui ont été vraiment posées. La situation, elle est tendue, donc qui campe un peu le sujet. Si vous pouvez revenir en arrière.
qui campe au sujet, et dire que l'arrêt de la contraception est un élément central à analyser pour être capable de mieux informer et accélérer l'augmentation du taux de prévalence contraceptive, car ayant un impact élevé sur la performance de la planification familiale. Puisque, comme on le sait, je pense que le recrutement est important, hein, et aussi constitue un indicateur de suivi de la performance en essai de nutrition au Sénégal, et que ce taux aussi est défini comme un pourcentage de femmes nouvelles utilisatrices et n'inclut pas les femmes ayant arrêté puis qui ont repris. Le TPC est fourni par les EDS, mais ne reflète pas cet effort de recrutement. On recrute, mais on ne sait pas comment on se retrouve avec un taux qui est toujours bas. Et on peut donc dire que en 2019, selon le DHIS, à titre d'exemple, le DHIS 2, la plateforme nationale, le taux de recrutement était de 7,4, alors que les EDS de 2018 et 2019 nous montrent quand même des TPC respectivement de 25,4 à 25,5, donc 0,1 point d'évolution. Bien qu'il y ait eu quelques problèmes en dessous qui vont peut-être expliquer ça. Diapo. Nous pouvons donc déduire que des efforts sont faits pour recruter, mais au finish, il y a beaucoup qui ressortent. Donc, c'est là la question. Et de ce fait, l'augmentation du TPC est insignifiante. Donc, les soucis pour la santé et les effets secondaires liés aux méthodes contraceptives sont une des raisons, et en tout cas, de cette interruption-là, pour la plupart du temps, puisque l'EDS nous dit que si le taux de discontinuation est de environ 30%, donc 28,5%, la raison principale, c'est un peu ces deux raisons que je viens de citer, les effets secondaires et les raisons de santé. Mais aussi, on a le désir de grossesse et en tout cas, il y a des études aussi qui nous disent qu'un meilleur counseling, en tout cas, pourrait être associé à une plus grande discontinuation. Hein? Alors, l'autre aspect, c'est de dire qui reste aussi pas évident, hein, de savoir si simplement parmi ces effets qui sont cités, est-ce que c'est des effets secondaires avérés ou alors est-ce que c'est des rumeurs, hein? Ça aussi, c'est une question qu'on se pose. Et tout ceci aussi justifie donc des recommandations en termes d'action à mener, bien sûr, pour vraiment nous permettre d'avoir des idées un peu plus claires et prendre des actions. Et aussi, la chose sur laquelle je vais terminer pour cette question, c'est que c'est quand même un axe aujourd'hui qui devrait être bien pris en compte pour la mise en œuvre du nouveau plan d'action du pays. Diapo. Alors, quel est le besoin de changement? Dans ce processus d'élaboration du plan d'action PS, sur la base du taux de recrutement qui a été donné par le DHIS en 2019, nous avons eu à faire des projections pour 2027. Et donc, cette progression-là, ces projections nous donnent donc une progression totale de 4,6, soit un pas par an qui est donc fixé à 0,8. Et ce qui nous donnerait certainement un taux de recrutement de 11,23 attendu donc en 2027. L'autre aspect, c'est par rapport au taux d'utilisation qui est observé actuellement, qui est de l'ordre de 28,5, je l'ai dit tantôt, donc environ un tiers des femmes données par l'EDS. Nous avons vu que les raisons liées à les effets secondaires et aussi les problèmes de santé étaient les plus élevés. Mais aussi, il y avait d'autres raisons, comme le refus des maris, les belles-mères, ou simplement les rumeurs, donc qui étaient à 3,6. Mais aussi, nous avons aussi le désir de grossesse qui reste à un niveau élevé, donc qui est de 6,1. Et là, je pense que nous allons faire avec.
Et donc, ce que nous retenons, c'est que ce taux qui est assez élevé, 1/3 des femmes, doit être revu à la baisse. Et donc, nous pensons qu'il faudrait aussi bâtir des stratégies de maintien des femmes dans le programme, basées donc sur des évidences, si on veut vraiment avoir une répercussion sur le TPC et surtout aussi ces stratégies de maintien peut-être de la femme dans les programmes. Diapo. Alors, en quoi ces décisions, en quoi est-ce que les décisions prises suite à la recherche pourraient accélérer l'utilisation? Nous pensons que donc, les résultats effectivement des études complémentaires sur cette discontinuation donnés par l'EDS, je pense, sont donc importants pour nous. Et donc, il faudrait peut-être qu'on voit un peu comment cela pourrait contribuer donc, vraiment à des changements de politique, hein, et ceci sera bénéfique et efficace pour la levée des obstacles et pour accélérer l'utilisation de l'APF au Sénégal. Entre autres, on citera donc assurer l'accès à une gamme de méthodes contraceptives, en particulier les options d'autosoin, certainement, mais accroître aussi les efforts pour cibler les populations peut-être masculines, hein, on dirait. On a assez fait sur le repositionnement de la planification familiale en impliquant davantage les hommes, mais aussi les religieux. Donc des interventions d'éducation sexuelle et de sensibilisation des communautés. Et enfin, développer ou inclure en tout cas dans d'autres recherches la question sur l'utilisation de la contraception par exemple par des populations migrantes. Donc voilà un peu les quelques aspects que nous voulions partager avec vous. Je vous remercie de votre attention. Et donc, j'ai fait cette présentation au nom du directeur qui va peut-être nous rejoindre tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation donc, sur le Sénégal, qui donne des informations sur les besoins de recherche donc, du pays. Et sans plus tarder, je vais donner la parole cette fois-ci au Togo. Docteur, vous avez la parole. Docteur Nato est avec nous. Docteur Napo Daré, votre micro est fermé. Je pense qu'on va, en attendant que Alfred Napo se prépare, on va donner la parole à la Guinée. Oui, allô? Oui, docteur, vous êtes là, vous allô? nous entendez? Oui, allô? Oui, c'est pas le docteur Akosu, c'est M. Daré. Le docteur Akosu a eu un petit contretemps, il est en train d'arriver. Il va rejoindre l'appel tout à l'heure, mais je peux quand même passer sa présentation si cela est nécessaire, puisqu'il m'a demandé de le faire en attendant qu'il arrive. Ah, d'accord. Donc, c'est pas vrai. OK, allez, M. Daré. D'accord. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Et vous voyez l'écran? Oui, oui, je vois l'écran. Merci. D'accord. Donc, la présentation du Togo. Le Togo veut travailler sur la stratégie de réduction de la discontinuité de l'utilisation des méthodes contraceptives, aussi bien au niveau des femmes que des jeunes filles. Je pense que la présentatrice qui a précédé est revenue en live sur l'intérêt de voir le taux de prévalence contraceptive augmenter avec l'adhésion de nouvelles utilisatrices. Et très souvent, ce n'est pas forcément le cas. Dans le plan de présentation que nous allons suivre, c'est d'abord le contexte, rappeler quelques indicateurs
poser nos questions de recherche. Et pour terminer, nous allons rappeler le cadre de l'étude. Diapo. En termes d'indicateurs, juste rappeler qu'en 2022, le Togo avait une population de 8 159 620 habitants, dont 2 134 722 femmes en âge de procréer. Le taux de croissance annuel, selon le dernier recensement qui date de 2010, était de 2,84%. Le ratio de mortalité maternelle demeure très élevé, 401 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Et la couverture effective par rapport au service de planification familiale dans le postpartum est d'environ 131 sites dans la région des plateaux. Diapo. Diapo encore. OK. En termes d'évolution du couple année-protection au cours des 8 dernières années, selon les différentes stratégies, nous voyons clairement que le couple année-protection a augmenté entre 2013 et 2021, passant de 200 000 à peu près à 400 000 et plus. Donc, on assiste à un doublement du cap en fonction du recrutement des clientes par rapport aux différentes stratégies. Et nous voyons bien que la stratégie qui recrute le plus de clientes, c'est la stratégie de la journée porte ouverte. Et vous voyez qu'elle suit bien la tendance évolutive du couple année-protection, ce qui dit clairement que cette stratégie contribue beaucoup a contribué beaucoup à une augmentation du couple année-protection. Oui, diapo toujours. Donc, ici, c'est toujours quelques indicateurs par rapport à l'évolution du taux de prévalence contraceptive selon différentes enquêtes et estimations. Nous voyons bien que la prévalence contraceptive moderne est passée entre 1998 et 2017, qui est la date de la dernière enquête, de 7 à 23%. Mais grâce aux estimations réalisées annuellement par le projet TAC 20, nous savons que nous sommes autour de 26% au cours de l'année 2022. C'est vrai que les besoins satisfaits ont presque, quand nous regardons entre l'EDS et l'estimation de TRAC de 2021, montrent quand même que les besoins satisfaits sont assez stagnants, passant de 25% à toujours 25% au cours de ces 2 grandes périodes. L'indice synthétique de fécondité a également réduit, baissé, passant de 5,4% à 4,6% entre 1998 et 2017. Diapositive. Donc, toutes ces données présentées plus haut pour dire que malgré l'organisation régulière des stratégies novatrices, telles que les journées portes ouvertes, la stratégie mobile et la PVC, nous avons vu à travers le graphique des caps, le taux de prévalence contraceptive ne semble pas vraiment évoluer. Nous l'avons également vu par la diapositive qui venait de passer. Donc, contrairement aux nouvelles acceptrices qui augmentent selon les différentes stratégies. Donc, tout ceci porte à croire que les femmes ne restent pas longtemps sous le programme PF. C'est vrai que sous l'effet des activités de création de la demande, à savoir la causerie, les sensibilisations de masse réalisées lors de ces stratégies, et du fait de la gratuité de ces stratégies, les femmes se mobilisent massivement pour recevoir la méthode. Mais ce que nous constatons, c'est qu'un certain nombre parmi elles retournent très rapidement retirer les méthodes qui sont offertes lors de ces stratégies, qui sont souvent les méthodes de longue durée, c'est-à-dire les implants et le DIU, mais également éventuellement les pilules lorsque ces stratégies, ces méthodes sont également offertes. Donc, l'autre constat, c'est que le système de santé aujourd'hui ne capte pas efficacement le phénomène pour savoir s'il est lié à des méthodes particulières ou si c'est vraiment un phénomène global. Et également, ressortir les facteurs qui pourraient favoriser cette discontinuation de l'utilisation des méthodes. Donc, l'étude que propose le pays pourra également permettre d'avoir des informations sur les méthodes qui sont souvent rapidement abandonnées et surtout
les raisons qui motivent ces différents abandons. Mais également, on pourrait avoir les tranches d'âge qui sont le plus concernées par le phénomène, les localités qui sont les plus touchées et les stratégies à utiliser pour améliorer la situation. D'accord. Donc, en termes de cas d'étude, c'est une étude qui va couvrir tout le pays. Donc, c'est l'échelle nationale. Et un certain nombre de formations sanitaires vont être touchées, mais également, la communauté sera également touchée par l'étude, vu que l'étude va porter vraiment sur la recherche des causes et des facteurs. L'étude va allier à la fois les méthodes quantitatives et les méthodes qualitatives qui permettent d'aller vraiment en profondeur pour interroger, questionner aussi bien les communautés que les prestataires sur les raisons de ce phénomène de discontinuation des méthodes. Voilà ce que j'avais à présenter et je vous remercie. S'il y a des questions, nous sommes à l'écoute. Merci beaucoup, Alfred Napo, pour cette présentation. Donc, qui montre bien qu'il y a donc des similitudes dans les besoins, dans les attentes des pays par rapport à cette thématique-là. Je vais donner la parole à la Guinée. Je vois Dr Camara est connecté. Donc, pour aussi nous présenter un peu les attentes de la Guinée par rapport à cette thématique de recherche. Donc, docteur, si vous êtes prêt, donc vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur. Et bonsoir à tout le monde. Je me permets donc de faire la présentation sur les facteurs liés à la discontinuité de l'utilisation des méthodes contraceptives par les femmes et les jeunes en Guinée. Next. Donc, je pense que ce n'est pas la bonne version, mais on va aller avec, puisque le contenu est le même. Donc, on va se passer du contexte que nous avons déjà présenté hier. Et comme justification, des facteurs de discontinuité des services de planification familiale en Guinée, il faut retenir qu'il y a une floraison des cliniques privées dans le pays. Si nous prenons seulement la ville de Conakry, nous avons plus de 1000 cliniques privées dans la seule ville de Conakry. Et selon les dernières enquêtes, nous avons plus de 800 cliniques privées, 877 cliniques privées à l'intérieur du pays. Alors, nous avons aussi une insuffisance de formation des prestataires sur les méthodes de longue durée d'action. Il faut retenir que, compte tenu du vieillissement du personnel, il y a eu un départ massif du personnel à la retraite. Donc, la nouvelle génération, les nouvelles recrues parmi le personnel de santé dans les centres de santé les plus reculés n'ont pas souvent bénéficié de formation sur les méthodes de longue durée d'action. Il y a aussi le fait de la qualité du counseling donné aux clients, surtout dans les cliniques privées, qui n'ont généralement pas reçu la formation sur le counseling. Et il faut également noter qu'il y a sur la gestion des effets secondaires des produits qui rejoint évidemment, qui revient dans la qualité du counseling donné aux clients. Il y a aussi le fait qu'on constate souvent des ruptures de certains produits qui sont prisés par les jeunes. C'est les produits, les méthodes de longue durée d'action comme l'implant Jadel et aussi le DMP-AST, qui est la méthode qui est beaucoup sollicitée par les jeunes actuellement dans le pays, pour lesquels on constate des ruptures par endroits dans les zones éloignées. La persistance des rumeurs, jusqu'à maintenant, là, à cause de la désinformation par certaines personnes qui ne comprennent pas très bien ce que c'est que la planification familiale. Donc, on note toujours une persistance des rumeurs sur les effets de ces méthodes de contraception. Et il faut noter également la sous-tarification
qui persistent au niveau de certains prestataires dans les formations sanitaires, comme on l'a si bien dit hier lorsqu'on a fait la présentation. Next. Comme intérêt de la recherche, nous avons estimé qu'en faisant la recherche, nous allons mieux intégrer les informations sanitaires privées, intégrer les formations sanitaires privées dans l'offre des services de planification familiale. Aussi, ça nous permettra d'améliorer les compétences des prestataires qui n'ont pas encore reçu la formation, ou bien même ceux qui ont reçu la formation dans l'informel sur l'offre des méthodes de longue durée d'action. Et également, ça nous permettra de mettre en place une communication ciblée, axée sur la communication, le changement social de comportement. Et enfin, ça permettra d'améliorer la gestion des produits PF au niveau des structures sanitaires, surtout les structures sanitaires les plus éloignées, où nous constatons le plus souvent la rupture de certains produits comme les méthodes de longue durée d'action, parce que non seulement les prestataires ne sont pas formés à l'offre de ces méthodes, mais parce que souvent ces méthodes-là sont plus sollicitées dans les centres de santé qui sont dans les grandes villes. Alors, en ce qui concerne, peut-être qu'il faut le signaler ici, en ce qui concerne l'abandon des produits contraceptifs, de l'utilisation des services de contraception, selon l'EDS, le taux d'abandon lorsqu'il n'y a pas un besoin, par rapport, par exemple, si nous prenons le DIU, est de 16,3%, pour l'implant, 13,2%, pour les injectables, 18,6% et pour les pilules, 29,3%. Donc, ça c'est vraiment ça. Et ça montre combien de fois on note la discontinuité de l'utilisation des produits contraceptifs en Guinée. Voilà ce que nous voulons vous présenter au nom de l'équipe de Guinée. Je vous remercie. Merci beaucoup, l'équipe de Guinée, pour cette présentation, oui, qui, on voit bien, décrit un contexte particulier qui a donc focalisé le besoin sur les prestataires de santé et les services de santé, où il y a beaucoup d'attentes par rapport à la mise en œuvre d'un service de qualité en matière de planification familiale. Merci beaucoup. Et je veux juste aussi inviter les participants à poster leurs questions dans le chat box. Et pour ceux qui ne sont pas présentés aussi, ils peuvent se présenter dans le chat box en indiquant le nom, le pays et la structure. Je veux donner la parole à la Côte d'Ivoire. Je vois Dr Hachi. Si vous êtes prêt, vous avez la parole. Merci, Dr. Blay. Bonsoir à tous. Également, la Côte d'Ivoire aussi porte un intérêt à cette thématique. Encore qu'elle s'est fixée pour objectif de pouvoir atteindre 36% de prévalence contraceptive d'ici 2025. Diapo. Notre présentation va s'articuler essentiellement autour de 2 points. Il s'agira d'abord de situer le contexte, montrer un peu l'ampleur de ce problème en Côte d'Ivoire, et de donner les différentes orientations que nous voulions porter aux chercheurs. Diapo. La Côte d'Ivoire, comme bon nombre de pays du partenariat de Ouaga, est confrontée à un niveau élevé de mortalité maternelle, néonatale et infantile, et un niveau aussi de prévalence contraceptive qui reste faible. Alors, nous savons que la planification familiale est une stratégie préventive à haut impact, pouvant réduire cette mortalité maternelle, néonatale et infantile. On observe aussi des besoins non satisfaits qui restent élevés,
nous sommes autour à plus d'une femme sur 5 qui ont manifesté avoir des besoins non satisfaits en matière de planification familiale. Ces taux restent quand même, pour ce qui concerne la prévalence contraceptive, ces taux restent moins élevés pour un pays qui entend booster sa prévalence contraceptive et pour pouvoir amorcer un développement économique durable. Diapo. On observe également un nombre élevé de grossesses précoces et non désirées, et surtout en milieu scolaire. L'une des conséquences de l'abandon des méthodes contraceptives à un moment donné par les femmes, ce sont les avortements. Et en Côte d'Ivoire, on dénombre près de 230 942 avortements qui se font, qui ont été enregistrés au cours de l'année 2021. Et parmi ces avortements, plus de 6 avortements sur 10 sont à risque. Et les personnes qui sont beaucoup plus indexées, ce sont les personnes vulnérables, dont les jeunes, les personnes qui vivent dans des conditions de pauvreté un peu prononcées. Diapo. Et pour revenir à la discontinuité des méthodes contraceptives, il faut retenir que cela est observé dans l'ensemble des populations en âge de procréer, et notamment aussi chez les adolescents et jeunes. Et surtout aussi chez ceux mêmes qui désirent planifier les naissances, ils ont manifesté aussi des besoins en termes de continuité dans l'utilisation des méthodes contraceptives. Et il faut noter qu'en Côte d'Ivoire, plus de 3 femmes sur 10 ont manifesté, en tout cas, un abandon des méthodes contraceptives pendant une période d'observation que l'enquête PMA a pu relever. Et à côté de cela, ce qu'il faut relever aussi, c'est que les données concernant cette problématique ne sont pas légion. J'ai dû vraiment bouquiner pour pouvoir faire ressortir l'ampleur de ce phénomène en 2022. Et il est bon que de façon régulière, nous ayons l'ampleur de ce problème et tous les facteurs qui sont associés. Bon, la diapo qui suit actuellement relate un peu de tout ce qui a été relevé comme problème. Et cela constitue aussi des orientations que nous donnons aux chercheurs, à savoir chercher à mesurer l'association entre ces différents problèmes identifiés et l'abandon des méthodes contraceptives. Il y a certaines recherches qui ont déjà fait certaines preuves pour l'influence de certains facteurs, mais il y a des facteurs pour lesquels les recherches qui n'ont pas encore porté, les recherches n'ont pas encore porté sur l'association entre ces facteurs-là et puis l'abandon des méthodes contraceptives. Donc, voici quelques problèmes prioritaires de la planification familiale en Côte d'Ivoire. Nous avons l'influence des présentations socio-culturelles et religieuses, notamment les normes sociales. Nous avons relevé aussi l'insuffisance de la disponibilité de la stabilité géographique et financière et de la qualité des services. La faible implication des hommes, des leaders communautaires et des relais communautaires dans la promotion de la planification familiale. Il y a aussi une insuffisance d'intégration de l'APF dans les autres services. Aussi, nous avons pu observer aussi une insuffisance de l'application de la gratuité ciblée au service de PF. Et ces facteurs, vous voyez ici, vous allez un peu vite, hein, ont une influence, voilà, à vérifier pour certains sur l'abandon des méthodes contraceptives. Diapo. En ce qui concerne l'accès des jeunes au service de PF, il faut relever une insuffisance de la disponibilité des services adaptés aux besoins des adolescents et jeunes. Et aussi une insuffisance de l'acquisition même de compétences. Ici, nous faisons référence à l'éducation sexuelle, qui pourrait aussi avoir une incidence sur l'abandon des méthodes contraceptives chez les jeunes. Et aussi l'accès limité des adolescents et jeunes aux informations de la santé. Diapo. Quelles sont les orientations que nous proposons aux chercheurs? Nous demandons aux chercheurs de faire une analyse sur les déterminants socioculturels et, en général, sur les déterminants individuels et contextuels susceptibles d'influencer
ou bien d'expliquer la discontinuité des services de planification familiale. Il est aussi dans ces déterminants bon de relater, en tout cas, l'offre de services. Et en quoi l'offre de services aussi joue un rôle bien influent sur la discontinuité des services de planification familiale. Il est aussi demandé aux chercheurs de ressortir les variations qui peuvent être observées avec la disponibilité et la qualité des services, des méthodes contraceptives à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, y compris dans la communauté. Il s'agira aussi, au terme de l'analyse de données, de proposer des interventions stratégiques susceptibles de favoriser une utilisation continue des méthodes contraceptives, en tout cas chez les personnes en âge de procréer, et sexuellement actives, notamment chez les jeunes. Et enfin, la question de l'équité devait être aussi prise en compte, notamment l'analyse des inégalités sexuelles, géographiques et socio-économiques et la discontinuité dans l'utilisation de la contraception. Donc, voilà ainsi déballé les attentes de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne ces problématiques. Je vous remercie. Merci bien, Dr. Hachi, pour cette présentation des attentes de la Côte d'Ivoire. Donc, nous allons maintenant donner la parole au Burkina Faso. Dr. Zombré est empêché, ne peut pas se connecter. Et je veux donner la parole à Dr. Mamadi, donc pour la présentation du Burkina Faso. Est-ce que, Dr. Mamadi, vous avez la parole? Merci. Ok, merci bien à tous. Juste une minute pour que je partage. Ok, merci bien donc à tous. Je vais présenter au nom de Dr. Zombré l'étude, notre intérêt sur l'étude des facteurs liés à la discontinuité de l'utilisation des méthodes contraceptives par les femmes et les jeunes au niveau du Burkina Faso. Donc, pour cette présentation, nous allons essentiellement parler donc de la justification donc du choix de cette étude, et également donc des objectifs de la recherche et le changement qui est attendu à l'issue donc de la mise en œuvre de cette recherche. Donc, pour revenir très rapidement sur la justification donc du choix de l'étude, vous savez bien que au Burkina Faso, selon les données de l'enquête PMA, il y a toujours une persistance donc de l'insuffisance de connaissances donc, en ce qui concerne les bienfaits de la planification familiale. On estime même à près de 40% donc de personnes qui viennent donc dans nos centres de santé et 43% même plus spécifiquement les adolescents qui ont toujours vraiment une faible connaissance en matière donc de bienfaits donc de la planification familiale. À cela, il faut ajouter bien sûr la persistance donc des rumeurs et avec bien sûr donc les effets secondaires induits par ces contraceptifs et qui font que effectivement en matière donc d'offres donc de services, il y a toujours une faible demande en ce qui concerne vraiment donc cette population. Dans le cadre de la mise en œuvre de la gratuité donc des soins, nous avons donc un problème pour ce qui concerne donc le remboursement donc des formations sanitaires. Donc, et cela se ressent sur justement donc la sécurisation donc des stocks de produits contraceptifs. Donc, il y a toujours une persistance donc de rupture de produits contraceptifs malgré que nous avons mis en place bien sûr donc une surveillance hebdomadaire sur ces stocks. On voit qu'il y a toujours une persistance liée bien sûr aussi au poids de la gratuité. Il y a également d'autres raisons telles que bien sûr la faible qualité même en matière donc
de counseling avant donc la mise en œuvre pour les prestations donc, de planification familiale. Et le sentiment aussi que ce n'est pas efficace, les méthodes contraceptives qui sont utilisées par les clientes. Donc, tout cela aussi avec le poids donc, des normes sociales donc, qui pèsent toujours sur les clients, donc, clients qui ont besoin vraiment donc, de contraceptifs, font qu'effectivement, il y a toujours une discontinuité dans l'offre de services donc, de planification familiale. Diapo, s'il vous plaît. Donc, pour l'étude que nous avons proposée, les objectifs sont essentiellement de 3 ordres. Il s'agit donc d'analyser les facteurs donc, avec ce que je viens donc de présenter. Donc, c'est d'analyser donc tous les facteurs qui concourent justement donc à cette discontinuité chez les femmes et les filles. Et puis, en matière également donc de disponibilité des stocks, c'est de voir quelle est la disponibilité donc des méthodes contraceptives et aussi pour ce qui concerne donc les prestataires, quelle est la qualité donc du counseling sur les méthodes contraceptives et surtout donc le troisième objectif est de vraiment fournir au ministère de la Santé donc des orientations et des recommandations basées bien sûr sur les évidences pour faciliter l'utilisation donc des méthodes contraceptives chez les filles et les femmes. Diapo, s'il vous plaît. Donc, en termes de changement, donc ce qui peut être bien sûr donc des questions donc de recherche, c'est quel est donc l'impact que l'on pourrait avoir sur justement donc pour ces facteurs-là sur l'augmentation donc des adhérents à la planification familiale et surtout en ce qui concerne bien sûr donc les nouvelles utilisatrices donc de méthodes de planification familiale et aussi en termes également donc de sensibilisation de mass médias, comment pouvoir cibler vraiment spécifiquement donc les clients selon bien sûr donc la désagrégation selon les différentes tranches d'âge pour vraiment cibler encore davantage en matière donc d'éducation pour améliorer bien sûr donc l'utilisation donc de ces méthodes contraceptives et également aussi comment nous pouvons renforcer vraiment le counseling lors donc des prestations donc de services de PF dans nos formations sanitaires. Il y a également aussi la question en rapport avec le renforcement donc, des compétences des prestataires et des gérants des dépôts MEC pour justement éviter les ruptures donc, de contraceptifs donc, dans nos différents dépôts donc, de nos formations sanitaires. Il y a également le dialogue que nous voulons engager avec la communauté autour donc, de la PF et justement donc quels sont les facteurs, vraiment les normes sociales que nous devrons tenir compte pour justement donc améliorer ce dialogue en matière donc, de planification familiale et aussi comment nous pouvons augmenter le niveau de connaissance, le sentiment donc d'auto-efficacité et la perception du risque auprès donc justement donc, de cette population. Et enfin, quel est donc le poids donc des croyances, des attitudes, les normes sociales qui sont donc des facteurs défavorables donc à l'utilisation donc des méthodes contraceptives. Donc voilà un peu présenté justement donc notre intérêt à cette étude et ce que nous souhaitons en termes donc, de changement à l'issue donc des résultats qui seront présentés par les chercheurs. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très, très informative, donc qui permettra d'identifier là des questions de recherche bien élaborées voilà, par des chercheurs et aussi attentifs.
Je pense qu'on est à la fin des présentations de cet après-midi. Je veux donner la parole aux participants pour les questions. Je pense qu'il y a déjà des questions dans le chat, mais on va donner la parole à celui qui veut la prendre, de lever la main. Docteur Abdoulaye, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par répondre avec les questions qui sont dans le chat? Ça pourrait inciter d'autres participants à poser des questions. Oui, on peut aller avec les questions dans le chat. Alors, nous avons la première question de Dorcas et Sylvie qui s'adresse à la Guinée en disant, concernant les abandons des méthodes contraceptives, l'étude a-t-elle été stratifiée afin de permettre de connaître le pourcentage d'abandon au sein de la population jeune par rapport au pourcentage global? Docteur Kaba, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Je crois que les indicateurs qui sont, les chiffres donnés sont des données d'enquête. L'enquête EDS. Donc, ce n'est pas une étude en réalité les données d'une étude spécifique sur l'abandon qu'on a présenté. Voilà. Donc, voilà. Allô? Oui, docteur Oui, Kaba. Vous m'entendez? Oui, oui, nous vous entendons. Voilà, je disais que c'est une donnée d'enquête, de la dernière enquête, et ce n'est pas une donnée provenant d'une étude spécifique sur l'abandon. Et je pense que je vais rapidement shifter aussi sur une autre question que j'ai en face de moi par rapport qui est posée par Dorcas de Togo pour les... ah non, non, c'est Dorcas qui a posé la question sur les données. Maintenant, il y a une autre question sur les cliniques, les 1000 cliniques. Comme vous le savez, évidemment que c'est les cliniques à Conakry, toutes ces cliniques-là, il y a beaucoup de cliniques non autorisées. D'ailleurs, actuellement, le ministère de la Santé, le gouvernement à travers le ministère de la Santé est en train de faire une campagne actuellement de fermeture. Beaucoup de ces cliniques sont déjà fermées. Et nous, en tant que ministère de la Santé, dans le cadre de l'intégration des cliniques privées pour satisfaire vraiment les engagements pris par la Guinée dans le domaine de l'intégration des cliniques privées pour la planification familiale, nous sommes en train de travailler avec environ 90 cliniques actuellement qui sont à règle. Et donc, en fait, la multiplicité des cliniques, là, vraiment, dont on ne maîtrise pas, qui donnent des coûts de prestations de services planification familiale, vraiment constitue un facteur de discontinuité des services pour nous. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment identifié ça comme, en tout cas, un problème, un facteur justifiant la mise en œuvre de cette étude. Voilà, c'est ce que je pouvais dire. Maintenant, si Dr Camara est en ligne, si elle a quelque chose à ajouter. À vous. Merci, Dr Kaba. C'est exactement ce que Dr Kaba vient de dire. Ça, c'est la situation de Conakry. À l'intérieur du pays, c'est la même situation, mais comme elle vient de le dire, l'État est en train de prendre des dispositions pour la fermeture des cliniques qui ne sont pas vraiment agréées. Donc, c'est la situation actuelle par rapport à ces cliniques-là. Merci. Merci, Dr Camara. Je pense qu'on a une autre question de Thieba Milogo. Ne serait-il pas indiqué de procéder à une synthèse des attentes fortes des pays sur cette thématique? S'il y a des points convergents, il y a pas mal d'éléments qui se rejoignent et il n'est pas évident d'avoir des projets retenus qui
adresse toutes ces attentes. Donc, Monsieur Thieba Milogo, on peut vous donner la parole peut-être pour élaguer un peu. Voilà, OK, merci beaucoup. Oui, bon, non, quand on suit, merci au pays pour les présentations qui permettent un peu aux chercheurs d'avoir une idée des attentes. Après avoir suivi les questions, donc, que cela soulève, c'est que il y a un certain nombre d'attentes qui se rejoignent, qui peuvent se rejoindre, mais il y a aussi des attentes spécifiques. Peut-être que les canevas spécifiés au pays ne leur permettaient pas de souligner effectivement les attentes fortes et d'essayer de hiérarchiser un peu pour donner en fait aux chercheurs, pour mieux aiguillonner encore les chercheurs, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'attentes, ça peut aller dans beaucoup de sens, beaucoup de choses peuvent être faites, mais si on ne priorise pas, si on ne hiérarchise pas, on n'est pas très sûr, en fait, de savoir sur quelle base on va prioriser une fois les protocoles élaborés et soumis. Donc, c'est ça un peu l'inquiétude. J'ai vu dans les premières présentations également des attentes qui ont même été exprimées apparemment en termes de méthode. Donc, ça aussi, ça pose un peu des questions parce qu'en principe, notre compréhension était que les pays donneraient les résultats attendus, les objectifs et laisseraient, n'est-ce pas, la latitude aux chercheurs d'élaborer sur les méthodes qu'ils pensent les mieux indiquées pour pouvoir répondre donc à ces questions de recherche-là. Donc, ce sont des éléments comme ça sur lesquels je souhaiterais en tout cas avoir des clarifications. Merci, Monsieur Thieba. Docteur Adboulaye, peut-être que vous pouvez essayer d'éclairer un peu. Oui, oui, je suis. Merci, merci bien, docteur, pour cette question. Oui, je suis d'accord qu'il y a donc une diversité donc d'attentes par rapport à cette thématique sur les pays qui sont souvent similaires. C'est vrai qu'il y a quelques dissonances, mais les convergences sont, et la façon dont c'est énuméré, ça va des besoins au niveau des services, de la délivrance des services, mais aussi au niveau donc des produits contraceptifs, mais aussi on a des aspects qui sont en lien avec le comportement, les attitudes des prestataires, mais aussi des clients. Et ce qu'on va faire, on va faire un compte rendu, donc une synthèse donc de cette présentation-là qui va être partagée. Donc, c'est vrai, quand vous regardez aussi dans les présentations, nous avons des pays qui sont allés très loin dans la formulation des questions de recherche. Je suis d'accord parce qu'il y a dans certains départements des pays, donc certains chercheurs qui sont des vrais chercheurs et qui ont formulé de façon un peu plus claire donc les questions de recherche. Mais l'objectif, c'est que les pays puissent exprimer le problème et qui pourra permettre aux chercheurs de formuler les questions de recherche. Comme les chercheurs, vous le savez, il y a une séparation donc de compétences. Demander aux pays ou aux décideurs de formuler des questions de recherche, je pense que ça va au-delà donc de compétences attendues, mais le chercheur peut collaborer, travailler pour poser les questions de recherche. Ils sont les experts de la mise en œuvre, ils sont très forts dans la localisation, l'expression des problèmes qu'ils rencontrent, ils peuvent l'exprimer. À partir de cela, le chercheur formule les questions de recherche. Donc, c'était vraiment l'objectif de ces réunions de groupes multipartites de discussion. Mais je veux faire la synthèse de ce qui est sorti et nous pouvons partager
les synthèses de ces réunions-là. Merci, j'espère que j'ai répondu à votre question. Docteur Abdoulaye, il y a Djenebou Diallo de l'UCPO qui lève la main. Oui, Djenebou, vous avez la parole. Ok, merci. Donc, bonsoir à tous. Alors, juste pour dire à M. Tcheba que la question, elle est très pertinente. En fait, l'idée de départ, c'est d'abord d'instaurer ces appels-là. Je pense que c'est les tout premiers appels. On se disait quand même que c'est très pertinent d'avoir les pays et les instituts de recherche parce que les pays maîtrisent mieux leur contexte, ils peuvent présenter. Mais ce qui est attendu dans les jours à venir, c'est qu'il y aura des échanges approfondis entre les instituts de recherche et les pays pour mieux comprendre s'il y a lieu même reformuler les questions de recherche, aller beaucoup plus en profondeur, pousser pour pouvoir vraiment décortiquer et mener une bonne recherche. Donc, juste vous dire que oui, comme perspective, il est prévu d'organiser des réunions et là, Abdoulaye est là pour appuyer avec les pays, pour avoir des discussions beaucoup plus poussées, pour mieux comprendre le contexte et même orienter aux besoins. C'est juste ça que je voulais ajouter. Merci. À vous. Merci Djenebou. Docteur Abdoulaye, il y a le professeur Sini Kwanda qui a levé la main. Oui, Sini Kwanda, vous avez la parole. Merci. Bon, j'avais mis des observations dans le chat là. Bon, je vois que ça n'a pas été changé. Alors, donc, en fait, j'avais juste 2 points. Bon, je l'avais déjà noté. Ça rejoint, un des points rejoint celui que Thieba avait déjà mentionné. C'est que si les programmes vont jusqu'à la méthodologie, donc j'ai dit que le Bénin a déjà même un protocole, y compris les méthodes d'analyse. Donc, ça fait que, bon, finalement, je ne sais plus qu'est-ce que le chercheur va dire. Voilà, donc c'était la même chose pour l'effectivité de la gratuité au niveau du Bénin. Donc, on est un peu perdu. On se demande si on est sur la même compréhension de ce qu'il faut faire. Parce que, ou alors, à leur niveau, ils ont décidé de conduire eux-mêmes. Et puis, bon, là, c'est autre chose. Donc, ça, je voulais quand même le dire parce que c'est quand même un point très précis jusqu'aux méthodes d'analyse. Alors, on se demande qu'est-ce qu'on va faire. Le deuxième point, c'est que beaucoup de programmes ont énuméré les facteurs liés à la discontinuité ou discontinuation des méthodes contraceptives. Alors, donc, je l'ai noté également, finalement, qu'est-ce qu'ils attendent de la recherche? Puisque s'ils connaissent déjà ces facteurs, qu'est-ce qu'ils attendent de la recherche? Cette plus-value n'apparaît pas clairement. Voilà. Donc, ça fait que, bon, on est un peu beaucoup embêté par cela. Alors, donc, ça, il faut qu'effectivement, on ait plus d'informations. Et pour les discussions, par exemple, je donne un exemple pour la Guinée sur la gratuité. Ils n'avaient pas encore fait la gratuité. Comment est-ce qu'on fait la discussion avec le programme, etc., pour qu'ils reformulent un peu leurs besoins en termes de recherche? Ça, c'est d'une manière générale. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on passe par toi, Abdoulaye, ou bien après avoir contacté le programme, ou bien comment ça se passe concrètement? Pour qu'on soit vraiment sur la même ligne, en fait. Merci. OK, merci beaucoup, professeur Sini Kwanda. Donc, bon, oui, comme je le disais tantôt, donc il y a des pays qui sont allés un peu loin dans l'élaboration donc des attentes donc des pays, notamment le Bénin dont vous avez fait référence. Oui, mais dans tous les cas, c'est des appels à propositions qui sont lancés. Et dans ces appels à propositions, ils seront soumis, après avoir finalisé, seront soumis à des évaluations donc par des personnes, par des experts externes qui vont évaluer les propositions de recherche. Donc, il n'y a pas pour l'instant une proposition qui est déjà ficelée pour un pays, mais ça passera toujours par des appels à propositions. Voilà, ça c'est un. Et deux,
Et en ce qui concerne les discussions avec les pays, donc là, nous avons juste facilité cette discussion avec, entre les instituts de recherche et les décideurs, ainsi que l'ensemble des parties prenantes qui sont autour de la mise en œuvre des programmes de santé dans les pays, afin qu'ils puissent déjà, parce que nous avons des thématiques qui sont transversales sur plusieurs pays, c'est déjà de donner une idée ou de la matière pour le chercheur à élaborer sa proposition de recherche. Mais les discussions vont continuer encore, soit directement avec les décideurs, donc des ministères, pour encore peaufiner aux besoins. Donc, si les chercheurs ont besoin de plus d'informations pour élaborer son projet de recherche, il peut se rapprocher de décideurs. Nous pouvons aussi faciliter l'accès donc à l'information en facilitant le lien entre le chercheur et les décideurs. Donc, et ce qu'on attend aussi de ces recherches, c'est que l'Institut de recherche puisse avoir aussi d'autres chercheurs collaborateurs au niveau des pays qui vont également être des relais pour les discussions avec les pays. Donc, cette collaboration permettra à l'institution de recherche d'avoir aussi des relais qui vont continuer les discussions afin d'avoir les informations nécessaires pour mieux élaborer les propositions de recherche qui seront soumises. Voilà, rapidement. J'espère que, professeur Séni Konda, j'ai répondu à vos préoccupations. Je vois deux mains levées. Merci. OK. Il y a Dr Mariem et puis Dr Hachi. Je donne la parole à Dr Mariem. Voilà, merci beaucoup à vous et donc je félicite les pays pour les différentes présentations. Je voudrais juste dire par rapport au commentaire du professeur Kwanda, je suis tout à fait d'accord avec lui que, par exemple, le cas du Sénégal, nous avons donné des éléments parce que nous avons quand même l'EDS qui nous aide un peu à avoir le taux de discontinuation, mais avec aussi des précisions sur les raisons de discontinuation. Et aussi, nous avons eu à bénéficier aussi d'un appui de PRB pour faire donc une analyse, en tout cas c'était une approche dynamique de l'arrêt de la contraception basée sur les données de l'EDS. Et donc tous ces éléments que nous avons pris comme base pour le contexte, en fait, fait que nous avons donné effectivement peut-être trop d'éléments, mais pour les questions qui restent sans réponse, en fait, c'est pour ça qu'à la fin, nous avons proposé que cette étude complémentaire nous permettrait d'aller au fond des choses par rapport à certains points identifiés. Et je suis d'accord avec Abdoulaye pour cette synthèse, d'essayer de voir un peu ces points-là et de revenir. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Docteur Hachi, vous avez la parole. Ok, merci bien, docteur Abdoulaye. Je voudrais dire au professeur Séni Konda, je pense que c'est le nom, hein. Ok, que justement, au niveau du programme, il y a des facteurs hein, dans la mise en œuvre, il y a des facteurs qu'on suppose, on pense être associés. Je pense que c'est à la recherche de nous confirmer l'association entre ces facteurs et puis l'abandon des méthodes contraceptives. Et même pour les facteurs déjà qui sont associés, la recherche pourrait hiérarchiser ces différents facteurs. Ou dire,
Voici lequel des facteurs est plus influent que l'autre. Merci, c'est ce que je voulais apporter. C'est bon, docteur Hachi? Oui, c'est bon, j'en ai fini. OK, merci beaucoup. Je regarde s'il y a d'autres questions dans le chat. Arnaud va m'appuyer sur ça. Il y a une question de Dorcas Sylvie pour le Burkina. Comment s'explique la rupture des stocks malgré la mise en place d'un système de surveillance journalier? Est-ce un défaut d'approvisionnement prompt? Donc, la question est adressée à l'équipe du Burkina. OK, donc si vous me permettez, je vais peut-être donner quelques éléments de réponse pour dire que ça fait partie justement donc de nos questions même de recherche. Parce qu'effectivement, nous avons mis en place quand même des initiatives pour réduire significativement donc les ruptures donc, dans nos dépôts. Donc, il y a la surveillance effectivement que nous avons mise en place. Mais entre autres aussi, nous avons quand même renforcé aussi tous les dispositifs de sécurisation de stock de produits contraceptifs. Mais quand vous regardez les chiffres donc, de PMA depuis 2017 à 2018, on voit que chaque année, on a une baisse en fait donc de la disponibilité. Donc, la question maintenant est de savoir justement donc en matière de recherche, qu'est-ce qui explique, malgré justement donc toutes les initiatives que nous avons mises en place, qu'est-ce qui explique qu'on a toujours donc des problèmes donc de disponibilité. Et donc, ça va nous amener bien sûr à renforcer donc les actions de renforcement de compétences pour nos gérants de dépôt et puis bien sûr donc tous ceux qui rentrent, tous les acteurs qui rentrent donc dans la sécurisation des stocks pour justement améliorer la disponibilité donc des stocks de produits contraceptifs. Donc, ça fait partie effectivement donc des questions donc de recherche que nous avons proposées à l'initiative, bien sûr, donc des chercheurs qui vont travailler avec nous. Merci bien. OK, merci beaucoup. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires, quelque chose à ajouter du côté des présentateurs aussi? Donc, s'il n'y a pas de questions, et voilà, il n'y a pas de main levée. Donc, je pense qu'on va arrêter la réunion ici. Merci beaucoup pour votre participation à cette réunion, à ces échanges qui ont été très intéressants et utiles. Donc, je pense que déjà, il y a vraiment de la matière, donc, et ça donne déjà l'aspect en tout cas de l'intérêt et des attentes que les pays ont par rapport aux conditions de... Oui, donc aux conditions d'amélioration des conditions d'utilisation donc des produits des services de planification familiale. Voilà. Donc, il nous reste encore une réunion à tenir demain. Donc, demain, ça sera la fin donc des réunions des groupes GIMO, en tout cas qui ont été planifiés pour l'ensemble des pays. Mais on va revenir sur la Mauritanie, où il sera organisé un appel spécifique pour la Mauritanie qui actuellement traverse un problème de connexion Internet.
Donc, et après ces réunions-là, je vais faire une synthèse et de compte rendu pour des réunions sur chaque thématique de recherche, donc selon les attentes des pays et selon chaque thématique. Et les comptes rendus seront également partagés à tous, donc pour que les gens puissent avoir donc une idée encore plus précise de ce qui s'est dit dans ces réunions-là. Voilà, donc je pense que on va arrêter la réunion ici et on se dit à demain pour la même discussion sur la thématique qui est liée à l'accès des jeunes au service de contraception. Je pense que c'est une thématique aussi sur laquelle beaucoup de pays se sont alignés. Et je pense qu'il y a de la matière aussi à dire sur cette thématique qui s'installe dans une complexité de facteurs, notamment liés aux normes sociales, mais aussi à la délivrance des services, mais aussi à la particularité de la cible dans nos pays. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir. Au revoir.